Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Très bon chapitre comme depuis le début de l'arc. On a le droit à voir un Shin très mature avec un discours vraiment intéressant, bien qu'un peu naïf sur les bords. Mais ça, il le sait et c'est l'essentiel. Ça fait du bien de le voir comme ça et j'espère que ça va durer. Et dans la fin du scan, on peut voir de nouvelles recrues de l'unité Aishin et ça me hype énormément pour la suite. J'ai vraiment l'impression qu'Ara cherche à la développer, il doit vraiment le faire car elle en a bien besoin. N'hésite pas à t'abonner, 60% des gens qui regardent mes vidéos ne le sont pas. Le scan commence avec la continuité du dernier, et comme je l'avais dit dans ma dernière review, Shin ne condamna pas le vieux et se mit à lui parler, contrairement à certains membres de son unité, qui eux étaient prêts à prendre la vie du vieux. Mais Shin leur ordonna de ne pas intervenir et de se taire. Il a une prestance de fou et il parle avec une telle assurance que je savais qu'il allait nous prendre un classique. Il commença son discours en le félicitant, car il faut avoir une grande détermination pour faire ce qu'il a fait, car il est prêt à mettre sa vie en jeu et aussi celle des autres. Puis il expliqua la raison qui le poussa à attaquer Shin. Des soldats de l'armée de Qin ont sa fille et sa petite fille à plusieurs reprises, et à la fin ils les ont éventrés et les ont sauvagement assassinés. On apprend que tout ça s'est passé il y a 20 ans, et c'est vraiment dans ce genre de moment qu'on se rend compte que l'unification va être impossible à faire, sans rébellion. Si même un vieillard est prêt à venger sa famille morte il y a plus de 20 ans, c'est-à-dire quand l'homme qu'il a tenté de tuer n'était qu'un petit enfant, alors imaginez un peu quand Qin va faire la guerre pour prendre des états, et qu'ils vont devoir cohabiter avec la famille des gens qu'ils viennent de tuer. Ça semble impossible. Le seul moyen pour essayer de créer une paix durable avec ce système est la législation, comme l'a déjà dit Sei. Mais même avec ça, ça va être très compliqué. Et il y aura énormément de meurtres, car comme Garo le souligne, Shin réussit à s'en sortir en vie, car il a de grands réflexes que quasiment personne ne possède. Si ça avait été n'importe quel soldat random, ou bien même des civils, il serait mort sur le coup, et ça aurait déclenché une bataille directement. Et si jamais ça se passe après l'unification, les proches des gens qui auront subi l'assassinat voudront se venger ou développeront un racisme envers l'État qui l'aura commis. Car même s'il n'y aura plus la notion d'État à ce moment-là, il existera encore de quoi les différencier au vu de leur langage, culture, etc. Et la discrimination continuera. Il faudra sans doute énormément de temps avant que les gens se mélangent et que la haine disparaisse. Et vu qu'il risque de se passer souvent des drames, ça va être dur. Après, avec une très bonne législation qui n'avantage personne, la haine de beaucoup pourrait diminuer et permettre de vivre dans un monde bien plus paisible que l'ère de guerre qu'ils sont en train de vivre. Bon, j'ai un peu dévié du chapitre, mais on se rend quand même bien compte que c'est le propos du chapitre. Je dirais même que c'est le propos de tout ce début d'arc. Créer une utopie à Nanu, c'est un peu l'unification mais à échelle réduite. Et on voit déjà à quel point c'est compliqué. Donc à l'échelle du pays, j'imagine pas la galère que ça va être. D'ailleurs, je me demande si Qin va avoir un autre homme avec la mentalité de Kenki ou bien Akuki, prêt à commettre les plus grands massacres. Bon, des gens fous, je doute pas qu'il y en ait plein, mais des gens fous avec leur potentiel, je me demande s'il y en aura d'autres à Qin. Ça serait intéressant d'en revoir, mais pas encore complètement fou comme Kenki. Bref, revenons-en à Shin, qui explique que le vieil homme n'a pas tort. Le temps nécessaire à la disparition de la douleur varie d'une personne à l'autre. Lui dire de l'endurer, parce qu'il va entraîner d'autres villageois dans cette histoire, est barbare. Certaines personnes peuvent le faire, mais il y a aussi des gens qui ne peuvent même pas l'envisager. La douleur qu'on ressent est propre à chacun. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que l'unification va être dure. Car pour certains, la haine ne s'arrêtera jamais, ils ne pourront pas passer à autre chose et voudront perpétuer le cycle de la haine. Et Shin dit ensuite l'une des choses les plus importantes. User de la force pour réprimer, c'est de la domination. Qin vise à unifier la Chine. Le roi de Qin ne veut pas spécialement diriger l'entièreté du pays. Je suis sûr que le roi de Qin veut créer un monde où des tragédies comme celle qui est arrivée à ce vieil homme ne se reproduiront plus jamais. Si quelqu'un est un roturier, ou un citoyen de Han, ou même un natif de Qin, il s'en moque. Il veut créer un monde où tout le monde peut se mélanger, partager les joies et les peines de la vie. Je suis sûr que c'est le genre de monde qu'il veut créer. Et j'ai adoré ce moment-là. Shin a vraiment bien parlé, et on sent à quel point il croit en son roi et l'a compris. Et en soi, c'est la meilleure méthode à avoir pour que la plupart des habitants vivent en paix. Mais même avec ça, ça ne suffira sans doute pas. Ça sera sans doute mieux que l'ère de guerre qu'ils sont en train de vivre en ce moment, mais il y aura énormément d'habitants d'autres états qui auront un ressentiment envers Qin, ou même peut-être entre eux. J'ai vraiment hâte que les premiers états soient conquis et de voir la législation qui aura lieu là-bas. Je crois que c'est pour ça que j'aime autant ce début d'arc. On a vraiment l'impression d'en apprendre énormément sur l'unification de la Chine, qui est le but du manga. Shin dit ensuite à Honkei qu'il attendra qu'il soit libéré de sa douleur, et en attendant, il pourra essayer autant de fois qu'il le veut de le poignarder, il arrêtera pacifiquement, jusqu'au moment où il sera capable de poser la lame de lui-même. Il finit en lui disant qu'il était bloqué dans le passé depuis 20 ans, mais que sa fille et sa petite fille ont quitté cet endroit depuis bien longtemps. Elles ont tourné la page et sont maintenant à vos côtés. Et ces mots ont l'air d'avoir vraiment touché Honkei, qui se mit à pleurer. Mais tout le discours ne le toucha pas que lui, mais tous les habitants de Nanu présents à ce moment-là. Même s'ils avaient tous peur de se faire punir plus tard à cause de cet incident, mais au final il ne s'est absolument pas propagé, et grâce à ça, le lien entre l'unité Aishin
et les habitants de Nanyu se sont un peu resserrés. Tout a vraiment eu raison de faire confiance à Shin pour ça. En tout cas, c'est plus ou moins déroulé comme je l'avais dit lors de ma dernière review. Shin va faire un discours et le vieux finira par se rendre compte de son erreur. Et tous les habitants présents auront un peu plus de respect envers Shin, ce qui servira pour la suite. Et bien évidemment, Shin n'allait pas exécuter le vieux et l'incident n'allait pas se répandre. Le but est de créer une utopie et ça aurait été complètement contre-productif de faire l'inverse. Puis on a une petite discussion entre Shin et Kyukai, et ça fait vraiment du bien de les revoir ensemble. Déjà, Shin se rend compte que son discours était assez naïf. Kyukai acquiesce ça en disant qu'ils auraient fallu s'assurer qu'ils étaient désarmés également, car certains comme Bie auraient pu y passer et la situation serait partie en couille. La ville de Danyu aurait pas pu être une utopie et la prise de Han aurait été beaucoup plus compliquée que prévu. On se rend compte que juste une petite erreur peut se transformer en une véritable catastrophe, donc il faut faire très attention. Mais d'un autre côté, s'il n'avait pas fait ça, le discours de Shin n'aurait pas eu lieu et les habitants de Nanyu ne se seraient pas un peu rapprochés de l'unité Aishin. Puis Kyukai dit à Shin une chose très importante. Si la réponse à ce problème se trouvait dans ta tête, tu l'aurais résolu depuis longtemps. Alors ne stresse pas trop et laisse ça au roi. Elle a pas totalement tort. Certes, Shin doit avoir son impact sur ça, mais il doit pas non plus penser qu'il doit résoudre tous ses problèmes tout seul. Surtout qu'il y a des personnes bien plus compétentes que lui. Néanmoins, j'ai vraiment adoré sa prise de parole dans le chapitre. On le sent bien mature, et heureusement, car il doit avoir 26 ans passés. Et Kyukai conclut en lui disant qu'il était impressionnant hier. Je suis content de ce que tu as fait. Et ça fait du bien de ressentir une telle proximité entre eux. Ce genre de petites phrases, ça me fait vraiment plaisir. Et là, on arrive à la dernière partie du chapitre. On voit les nouvelles recrues de la Aishin. On commence par voir la tribu légendaire Jamu. Ils ont toujours vécu dans un petit village au pied de la montagne, et tous sont très grands. Bon, hormis le fait qu'ils n'ont pas l'air très intelligents, j'espère qu'ils vont être un minimum utiles dans la suite. La Aishin commence à avoir beaucoup de diversité dans ses membres et ça pourrait être tellement intéressant dans les guerres, si c'est bien exploité par Ten. Chose qui, au vu du chapitre, pourrait arriver. Serait temps qu'elle nous ressorte des vraies tactiques. On voit aussi la tribu Kenba qui peut commander les chevaux à volonté. Eux aussi, s'ils sont bien exploités, peuvent être très intéressants. Et on finit par la tribu Hanmei, qui ont de très bonnes aptitudes au combat. Ils veulent justement se frotter à Shin pour voir ses compétences. Chose qu'il accepta tranquillement. Il les repoussa tous en même temps sans grande difficulté. Ça me fait bien rire de voir des soldats random penser qu'ils ont leur chance face à Shin. Et Ten finit par rassembler tous les commandants de 100 hommes et plus afin d'annoncer la nouvelle organisation militaire de l'unité. J'espère qu'on la verra dans le prochain chapitre avec beaucoup de détails. Voir toutes les tribus qu'il y a dans l'unité, rappeler qui est commandant de combien d'hommes, etc. Ça pourrait aider énormément de lecteurs, et notamment ceux qui ont lu Kingdom qu'une seule fois. Donc ça serait très cool d'avoir pas mal de pages essentiellement sur ça. Et pour finir, j'aimerais revenir au monologue intérieur de Shin à la fin du chapitre. Nous ne pouvons pas nous préoccuper éternellement de Nanyu, il est primordial encore que nous survivons et que nous continuions à gagner. La prochaine étape est la capitale royale, une bataille visant à détruire un état sera sans aucun doute plus intense que tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Et ça laisse vraiment sous-entendre qu'il va y avoir une guerre. Mais pour moi, ça reste pas impossible qu'ils arrivent à faire tomber l'état sans guerre, et ensuite se reconcentrer sur Zhao. Mais même en faisant de Nanyu une utopie, j'ai du mal à voir la capitale de Han se rendre, même si le roi semble un peu lâche. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi en vrai les deux me vont, car s'ils font tomber l'état sans se battre, ça serait une véritable prouesse, et on gagnerait beaucoup de temps. Mais ça serait dommage de ne pas avoir de guerre contre Han, et de retourner ensuite sur Zhao comme d'habitude. En tout cas, ce fut un très bon chapitre. Comme d'hab, donnez votre note du chapitre en commentaire, abonnez-vous et likez la vidéo. Sur ce, bonne journée et vive Kingdom.